bonjour à tous, ou rebonjour à ceux qui étaient à la session que j'animais juste avant. Bienvenue à cette session qui va vous présenter les nouveautés de WPF 4.5. Petit sondage, combien d'entre vous font déjà du WPF? Bravo. Ouais, pas tout le monde quand même, hein. C'est important. D'accord, bon, c'est quand même plus de la majorité de la salle. Donc vas-y, Jonathan, je te laisse te présenter. Voilà. Je vais présenter Thomas et moi en fait. Voilà. On est tous les deux MVP client AppDev. On est tous les deux consultants, formateurs, experts, architectes chez Infinite Square. Et on a écrit un livre ensemble sur MVVM, pattern très utilisé en WPF. Tout à fait. Voilà. Donc je vais laisser Thomas nous présenter Infinite Square. Donc un mot rapide évidemment sur Infinite Square. Donc on est une société de services spécialisée dans l'expertise autour des technologies Microsoft. On est environ 25 collaborateurs et Gold certifié partner sur plus de 4 domaines de compétences. Voilà. Je t'en prie. Next. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette session? On va faire le tour de à peu près toutes les nouveautés qui ont été annoncées dans la Developer Preview sur WPF 4.5. Donc on va commencer par les bindings, les contrôles, ensuite les données, les outils et finalement les améliorations qu'il y a pu avoir en performance. Ouais. Donc en fait vous allez voir qu'il y a différents types de nouveautés. On les a catégorisées. Si j'arrive à parler ce sera mieux. On les a catégorisées en fait par en gros par fonctionnalité. Donc vous allez voir que dans le binding, il n'y a pas qu'une nouvelle fonctionnalité, hein, je vous rassure, il y en a 4. C'est un petit peu mieux qu'une déjà, mais c'est un petit peu pareil sur chacune des autres catégories. En fait, on a fait des groupes pour essayer que ce soit un petit peu plus concentré. Mais et là, vous avez les différents groupes qui sont représentés. Donc effectivement, le binding, les différents contrôles, avec l'apparition de nouveaux contrôles qui n'existaient pas avant, ou pas inclus directement. Les données, donc des petites nouveautés assez sympas au niveau de la représentation de données avec le repositionnement automatique de données ou autre. Les outils, donc ce qu'on a appelé outils, c'est des outils de développeurs, hein, donc pas au sens Visual Studio, mais au sens des petits helpers mis à votre disposition. Et les performances, on va voir qu'il y a des petites performances générales qui ont été améliorées. C'est parti. Au niveau des bindings, les 4 nouveautés que vous a annoncé Thomas sont une nouvelle propriété, un attribut que vous pouvez positionner sur vos bindings qui s'appelle délai, qui permet de différer l'instant où va être propagé le changement de valeur sur la source de votre binding. On peut maintenant se binder sur les propriétés statiques de vos objets. On peut utiliser des types qui implémentent eCustomTypeProvider. C'est quelque chose qui existait déjà en Silverlight 5 et peut-être 4 et c'était apporté sur WPF. Ouais, c'était en 5 mais pas en 4 en fait. Et ça a été du coup migré en WPF 4.5. Et pour les éditeurs de contrôle, il y a quelques astuces disponibles pour valider que le data context est bien correct. Donc, vas-y, je t'en prie. Ce qu'on va faire pour chaque feature, on va essayer de faire une petite démo pour voir comment ça marche plutôt que de rester sur la théorie. Et essayer de voir un cas pratique sur ça. Donc les slides en eux-mêmes sont très bullet point, hein. Une fonctionnalité, une description, une fonctionnalité, une description. Et pour agrémenter ça, on s'est dit que ce serait plus sympa avec des démonstrations. Donc Jonathan va faire quasiment toutes les démonstrations parce que moi je code plus en fait. Il a jamais codé en fait. C'est parti. Donc voici Visual Studio, celui que vous avez pu avoir avec la Developer Preview. Donc c'est téléchargeable sur MSDN. Ça s'installe très bien et ça met le framework 4.5 en même temps. Donc on a fait une application WPF assez classique et qui sera disponible sur nos blogs à la fin de la session pour ceux qui veulent voir le code source. Donc c'est assez simple, on a partagé par feature. Donc on va commencer par le delay binding. Le delay binding, c'est par exemple, donc c'est ce qui permet de différer les changements de valeur, la propagation des changements de valeur. Ça répond à un cas bien particulier. Donc je vais vous montrer tout de suite la démo. Hop. Donc c'est le type assez classique d'écran maître détail. Ici on a une liste d'items, à droite les détails de chaque item et on peut se déplacer dans les items avec la liste. Certaines fois on aime bien récupérer par exemple l'item sélectionné dans une liste et on fait un traitement chaque fois que l'item change. Si le traitement est assez long,
ça peut provoquer des gros ralentissements dans l'application. Donc ici, pour simuler le temps de traitement au changement, j'ai mis un thread.sleep sur le setter de la propriété, et on voit que dès que je change la propriété, là je descends avec la souris, on voit que l'application se met à ramer. Voilà, ça met beaucoup de temps à mettre à jour l'application, le rendu. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc ce qui était fait dans WPF 4.5, c'est la possibilité sur un binding de mettre la propriété, je vais zoomer, Délai. de mettre une propriété délai. Donc ici, elle est à 0. Et si je la mets à 2 secondes, par exemple, le code est en train de tourner, si je la mets à 2 secondes, le binding va attendre 2 secondes avant de propager le changement de valeur. Si la valeur évolue entre temps, il ne va pas propager la valeur, mais il va attendre que ça soit vraiment 2 secondes qui soient écoulées pour propager la valeur. Donc dans ce cas-là, par exemple, on va avoir un défilement dans la liste bien meilleur, parce qu'on va pouvoir naviguer dans la liste, et le viewModel qui provoque le ralentissement, lui, il va être notifié que si la valeur est là depuis 2 secondes. Donc là, je suis sur ma main dans la liste, et je navigue à la souris, on voit que c'est quasi instantané, et que je peux naviguer. Si je reste sur un item 2 secondes, voilà, le changement de valeur est propagé. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à la session que j'ai animée avec Luc ce matin, c'était examen d'entreprise? D'accord, donc Luc vous a parlé effectivement du throttling, donc le fait finalement d'attendre avant d'effectuer un traitement. Ben là, c'est exactement ce que fait cette propriété. C'est que on attend finalement que l'item sélectionné soit bien celui que l'utilisateur ait sélectionné, parce que s'il navigue de haut en bas, et imaginez effectivement ce que disait Luc tout à l'heure, imaginez que sur chacune sélection d'un des éléments, on appelle un web service ou on se connecte à une base de données. Si l'utilisateur il s'amuse à scroller de haut en bas avec les flèches de son clavier, excusez-moi, ça fait à chaque fois autant d'appels qui sont envoyés. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc pour éviter ça, effectivement, on peut utiliser cette propriété binding pour faire du throttling et donc attendre en fait. On attend un laps de temps. Donc là, je attends à 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, si l'utilisateur n'a pas changé de valeur, on est sûr en fait que c'est bien l'élément qu'il a choisi. Le délai, lui, il impacte vraiment que le binding où on l'a seté. Donc là, j'ai mis un bouton dans l'interface qui permet de passer à l'item suivant, et quand je clique, c'est instantané. Bon, là, il y a un délai de 500 millisecondes puisqu'on a mis un thread.sleep dans le code, mais quand je navigue, c'est quasiment instantané. Enfin, c'est instantané. Donc le binding, lui, il impacte vraiment que là où il est placé. Ok. Deuxième petite fonctionnalité, binding sur les propriétés statiques. Voilà. Alors là, on a une super démo avec un gros carré. On est développeur, on n'est pas designer. On Voilà. précise quand même. Donc c'est presque du métro. C'est rectangulaire. C'est rectangulaire, mais il y a des bords arrondis, donc je suis pas sûr que ça soit. Non, c'est pas métro. Donc on va regarder directement le code. Tu sais que tu peux zoomer dans Visual Studio? Voilà, parce que c'est en WPF. Donc on va regarder ce qui est fait. C'est très simple, j'ai une classe qui s'appelle repository qui contient une couleur. Le cas de figure se présente tous les jours dans les applications. Et on a une propriété statique color. Il y a une méthode qui permet de la mettre à jour de façon aléatoire. Et à chaque fois que on a un changement, on raise le changement de cette valeur. Donc c'est du code qui ressemble tout à fait à ce que vous pouvez faire avec notify property change. On définit la propriété, l'event handler, il est défini ici, voilà. C'est un event handler avec un argument générique property change event arg. À chaque changement, on appelle, on le signale en appelant l'événement avec l'argument qui possède le nom de la propriété changée. Il y a une autre façon de le faire, c'est comme pour toutes les propriétés WPF classiques, soit on utilise l'événement générique, soit on utilise un événement juste pour cette propriété. Donc ici elle s'appelle color. On va lever un événement qui s'appelle color change. Vous pouvez toujours faire ça en WPF. Le nom de la propriété change, si vous mettez un événement avec ce nom, ça va signaler au binding que la propriété a changé. Donc là on va rester sur du classique. Et donc j'ai cette classe repository qui possède une propriété statique. Ce que je fais, c'est que dans mon XAML, je vais la définir en ressources. Donc ici je définis ma classe repository avec comme clé repository. Et sur mon rectangle, je vais binder la couleur
du remplissage du rectangle à la propriété color de l'objet repository. Donc ici, on utilise la syntaxe classique des bindings. Color, c'est le nom de la propriété. Le path, c'est le nom de la propriété statique. Et le binding va savoir automatiquement qu'il y a une propriété qui est statique et il va aller la chercher sur la classe repository. Donc quand on exécute ce code, je peux changer la couleur du carré de façon aléatoire. Je l'ai dit, c'est une démo super. Magnifique ta démonstration. Voilà. En fait, je la refais, pardon. L'ensemble des fonctionnalités que vous allez retrouver, enfin la grande majorité des fonctionnalités que vous allez retrouver dans WPF 4.5 n'ont rien d'extraordinaire en soi. Dans le sens où, à l'heure actuelle, on fait du WPF 3, 3.5, 4. On peut déjà, en fait, se binder sur des propriétés statiques avec sa propre méthode, markup extension. On peut se débrouiller en fait pour arriver à ce même genre de mécanisme. C'est juste que ce qu'a fait l'équipe de WPF, c'est qu'ils ont intégré tout un ensemble d'outils que les développeurs avaient tendance à redévelopper. Ils l'ont intégré nativement en fait au sein du framework WPF. Donc là effectivement, changer la propriété, se binder sur une propriété statique, on savait le faire avant, d'accord, mais il fallait écrire du code pour le faire. Maintenant, on sait le faire nativement sans avoir besoin de réécrire sa propre markup extension ou autre. Voilà. Ça, utiliser des propriétés statiques, c'est très pratique quand tu utilises des classes de settings ou de configuration. Ou les classes système, par exemple, c'est les classes système avec tous les paramètres système, la couleur des brushes ou autre, par exemple. Voilà. Et custom type provider. Voilà. Donc là, encore une démo très haute en couleur. Les bindings peuvent utiliser les types qui implémentent eCustomTypeProvider. Voilà. Donc là, c'est juste une démonstration, ça fonctionne. Nos objets sont des eCustomTypeProvider. Montre-nous ce que ça veut dire en fait. Précisément. On va regarder un petit peu au niveau du code. Hop. Donc ici, j'ai mon viewModel qui est bindé à ma vue avec la liste. Et je vais définir une classe. J'ai défini une classe myNewClass qui contient pas de propriété définie, mais par contre elle est capable de définir des propriétés de façon dynamique. Donc ici ce que je fais c'est que j'ajoute deux propriétés qui sont name et age de type string et int, et je le fais de façon dynamique. Si je recevais des objets métiers depuis un service WCF, je suis tout à fait capable de créer des objets qui correspondent à ce que je reçois de façon dynamique. Donc à chaque fois que, ici j'ai défini un constructeur qui prend en paramètre le nom et l'âge de la personne, et on peut appeler des méthodes setPropertyValue pour bien mettre la valeur de la propriété qu'on a créée de façon dynamique. Donc ici je suis capable de créer une observable collection de ces classes de façon dynamique et se binder directement dessus. La liste et les data templates sont capables de se binder dessus directement, et tout est fait de façon dynamique. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que c'est assez compliqué de créer ces types dynamiques et qu'il y a des helpers qui existent. Donc ici, c'est la classe CustomTypeHelper que j'ai utilisée. C'est elle qui implémente l'interface eCustomTypeProvider qui définit tout un paquet de méthodes à implémenter. Je vous conseille de partir sur l'helper qui est fourni par Mathieu Mézil, qui fonctionne pour Silverlight. Il y a juste quelques tweaks à faire pour que ça fonctionne en WPF. Il y a le typehandle à fournir et ces deux propriétés, méthodes getMethod et getSetMethod, ils pour chaque propriété fournir la méthode qui permet d'assigner une valeur ou de la récupérer. Donc il y a juste ces deux propriétés, ces deux méthodes à overrider. Alors c'est très simple. Juste que je retrouve la ligne de code. Voilà, c'est ça. Vous pouvez voir, c'est assez long tout ce qu'il faut overrider comme méthode. Donc, comme vous le disiez, Jonathan, il y a donc Mathieu Mézil effectivement qui fournit une implémentation de eCustomTypeProvider, et sinon il y a quelqu'un de chez Microsoft qui fournit aussi une implémentation peut-être un peu plus basique, et qui d'ailleurs je crois ne fonctionne que pour WPF. Pareil, disponible sur le blog. Donc ça, si vous faites une recherche sur eCustomTypeProvider sur internet,
WPF 4.5, il y a de fortes chances que vous arriviez en fait sur le bug de l'un ou l'autre. Donc c'est juste cette méthode à overrider en plus. En fait, c'est simple, on crée un type de façon dynamique et on lui donne un type sous-jacent et on lui redonne, notre type générique sert juste de proxy et refournit la même valeur. Voilà. Ok, très bien. Donc très pratique finalement quand on dispose d'une classe et qu'on veut lui ajouter dynamiquement des propriétés, par exemple propriétés qui pourraient être utilisées pour toute la partie graphique. Donc là où on aurait tendance à, généralement on a son objet métier, on se fait un petit wrapper qui expose l'objet métier et qui rajoute des propriétés supplémentaires pour la partie graphique. Donc par exemple à partir de l'âge, on expose une nouvelle propriété qui elle va contenir un brush pour dire s'il a plus de 18 ans on affiche d'une couleur ou s'il a moins de 18 ans on affiche d'une autre couleur. Mais on pourrait faire la même chose en fait en utilisant cette technique. Voilà. C'est pas une feature qui apporte quelque chose de vraiment nouveau parce qu'il y a déjà des solutions qui existaient pour WPF, mais c'est surtout que c'est une compatibilité entre du code que vous pouvez faire tourner sur du Silverlight et du WPF en même temps. Tout à fait. Donc là c'est le moment super intéressant de la session où Thomas fait une démo. Voilà. Sur la validité du data context. Alors validité du data context. Il y a des cas en WPF où quand vous êtes bindé à un items control, donc vous bindez un items control type listbox, à ce moment-là, le moteur de rendu WPF génère des containers pour chacun des éléments qui sont affichés. Donc en gros, sur une listbox, il va générer des listbox items. Il peut arriver en fait que ces listbox items perdent leur data context. L'exemple le plus logique, c'est quand vous activez en fait la virtualisation. Donc votre listbox affiche a priori, on va dire une vingtaine d'éléments. Comme on a une espèce de cache pour éviter d'avoir un lag, on va avoir les 20 éléments d'avant et les 20 éléments d'après qui sont pré-rendus. Mais tous les éléments suivants ne sont pas encore visuellement prêts, ne sont pas encore prêts à être affichés. Donc dans un cas comme ça, en fait, vos éléments n'ont pas de data context, perdent leur data context. Donc en gros, quand un container sort du visual tree en WPF, c'est pas compliqué, son data context disparaît aussi, ce qui est logique. L'autre scénario, c'est j'ai une collection qui est bindée à un items control, je supprime l'élément de ma collection. Bon, à ce moment-là, et bien sûr, je garde une référence vers le conteneur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pareil, l'élément source, donc l'objet source est supprimé de la collection de départ. Moi, j'ai gardé une référence vers mon listbox item, donc j'ai toujours mon listbox item, mais du coup, son data context est réinitialisé, on repasse à 0. Donc, en WPF 4.5, les équipes de Microsoft ont rajouté en fait une petite opération qui vous permet de tester tout simplement la validité de ce data context. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Hop. Donc ici, je vais lancer la démo. Hop. Donc ici, je charge en fait mes enregistrements. J'aurais peut-être dû le faire plus gros, mais c'est pas grave. Et là, je vais lui dire, ok, je sélectionne la 10e personne, donc en fait qui effectivement est Jonathan est ici. Donc je sélectionne la 10e personne et si je regarde le code qui est derrière, hop, ce que je vais faire, donc voilà, on va zoomer dans Visual Studio. Donc ici, je veux récupérer la 10e personne et pour ça, sur ma listbox, j'accède en fait à l'item conteneur à partir de l'index numéro 10. D'accord ? L'item conteneur, je suis sur une listbox, j'ai pas de data template ou autre, donc automatiquement je récupère un listbox item. Bon, très bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me suis une petite méthode, rien de bien compliqué, je sélectionne personne qui récupère le data context de ce listbox item, le caste en un objet de type personne et l'affiche. Du coup, j'ai bien ma message box qui apparaît. À ce moment-là, je vais supprimer en fait le 10e élément de la collection, ici, de personne. Donc sur mon vieux modèle, j'ai une propriété personne, je supprime le 10e élément. Et donc là, si je relance mon application, et donc ce que je fais, ici, je refais la même chose, je réaffiche en fait la personne sélectionnée. Et là, ça plante. Alors, ça devrait planter. T'es en debug ou en release ? Ah, si. Moi, je pense que ça a mis du temps. Donc ça plante. Pourquoi est-ce que ça plante ? Parce que si je regarde, ici, le listbox item, là, donc
j'ai toujours une référence vers mon listbox item. Par contre, sa propriété data context, elle est passée à disconnected item. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le moteur WPF, en fait, a détecté que la source, en fait, donc le data context, la source utilisée pour le data context de ce listbox item était supprimée, d'une manière quelle qu'il soit. Hein. C'est l'utilisateur l'a supprimé, le développeur l'a supprimé, je suis sorti du user tree, bref, le data context n'est plus valide. Donc dans ce cas-là, il est passé à une propriété spécifique qui s'appelle disconnected item. Et vous avez la possibilité, en fait, dans votre code, finalement, de tester la valeur de ce data context et de dire, bah, finalement, si je suis sur un disconnected item, hop, on va faire comme ça. Ouais, raté. Donc en gros, vous dites, si le data context est différent de disconnected source, donc qui représente finalement un item déconnecté, il n'a plus de data context, à ce moment-là, je peux quand même l'afficher. Sinon, je lui dis, bah voilà, l'item conteneur a été enlevé du Visual Tree. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous avez à votre disposition. Très sincèrement, j'ai eu du mal à trouver des cas concrets d'utilisation. D'accord? Mais ça peut être pas mal à utiliser, effectivement, si on en a le besoin. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai eu du mal à trouver un cas concret? Parce qu'effectivement, en WPF, on a tendance maintenant à beaucoup raisonner avec la notion de MVVM. Et finalement, des scénarios utilisant MVVM et utilisant cette fonctionnalité-là, j'ai eu du mal à joindre en fait les deux bouts. Mais dans un cas de code behind, là typiquement, j'ai fait une petite démo avec du code behind, ça s'y porte bien. Pardon. Donc voilà. Donc je vous fais pas la démo, mais j'aurais bien la message box qui dit l'item conteneur a été enlevé du Visual Tree. Ok? Donc voilà pour les nouveautés au niveau du binding. Au niveau des contrôles. Alors on l'attendait depuis un long moment. C'est l'intégration du contrôle de type ruban au sein en fait directement même du framework WPF. Pourquoi je dis on l'attendait depuis un long moment? Tout simplement parce que finalement le contrôle de type ruban existe déjà en WPF 4.0, mais sous forme d'une librairie tierce. Alors il faut savoir que la version que vous pouvez télécharger maintenant est encore différente de celle qui existait au tout début, parce qu'en fait Microsoft a sorti une première version en disant voilà, on sort un contrôle de type ruban, il est bien, il est joli, mais on va le refaire de A à Z. Quelques moments plus tard, je n'aurais pu vous dire quand exactement, mais quelques moments plus tard, ils ont réécrit une nouvelle version, un petit peu plus carrée, avec l'utilisation des commandes, sans avoir besoin de passer par des commandes spécifiques au niveau du ruban et tout. Donc l'utilisation des commandes et donc de l'interface e-commande. Vraiment un design, une utilisation très, très pratique. Et en fait, ce contrôle de type ruban, donc cette nouvelle version, a simplement été intégré directement dans le framework WPF de façon native. Et grâce à ce contrôle de type ruban, vous pouvez faire en fait des applications à la Office en fait, sans avoir besoin de vous compliquer la vie. Donc vous définissez votre ruban. Un ruban, c'est quoi? C'est un ensemble d'onglets. Donc en anglais, c'est des tabs. Et un ensemble de tabs contient des contrôles ou des groupes de contrôle. Un groupe de contrôle contenant lui-même des contrôles. D'accord? Donc c'est vraiment très hiérarchique. Ça reste finalement dans l'esprit de WPF. Hein. J'ai une grille qui contient des enfants. Ces enfants, ça peut être ou un enfant direct ou un contrôle de type groupe, etc., etc. Donc voilà. Donc là, l'intégration du contrôle ruban directement au sein de WPF. Donc ça, quand même plutôt sympathique. Ah. Du coup, pas forcément besoin de passer par des composants chez des éditeurs tiers ou autres. C'est toujours intéressant. Ah, ouais, un autre avantage là-dessus, c'est que avant, pour trouver le ruban fourni par Microsoft, il fallait aller sur 15 sites différents, avec 15 licences différentes à signer, valider, etc. Maintenant, c'est directement disponible. Et c'était quelque chose qui a été beaucoup remonté sur User Voice, où vous pouvez soumettre vos idées aux équipes WPF, que c'était difficile de récupérer la licence et donc la librairie, etc. Parce qu'en fait, ça fait partie d'une licence spécifique, c'est la licence d'Office, c'est pas la licence de WPF, donc faut juste cliquer sur un bouton qui dit oui, j'accepte. Hein, mais ça, là, c'est compliqué pour moi, donc... au niveau du Virtualizing Stack Panel, alors est-ce que tout le monde sait ce qu'est un Virtualizing Stack Panel? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Levez la main. Ok. Donc en fait, un Virtualizing Stack Panel en deux mots, c'est... tu veux dire peut-être? Je sais pas. Ok, je vais le faire. En gros, c'est un panel qui empile vos éléments. Donc vous allez pouvoir mettre de façon horizontale ou verticale.
Et la particularité en fait de ce Virtualizing Stack Panel, c'est comme son nom l'indique, il est virtualisé. C'est-à-dire que le moteur WPF n'effectue le rendu ou prépare le rendu que pour les éléments qui sont réellement affichés à l'écran, plus les N d'après en fait. N étant une petite marge de sécurité, si je puis dire. Donc ça vous évite quoi? Ça vous évite de dire, dans mon stack panel, je mets 1 milliard d'éléments. Bah, si j'utilisais un stack panel tout simple, bah, je pourrais attendre un petit moment avant de voir mon application s'afficher, parce que le moteur WPF ferait le rendu des 1 milliard d'éléments. Alors que finalement, bah, j'en vois peut-être que 3 ou 4 d'affichés à l'écran. Si l'utilisateur scrolle, bah, je vais en voir aller quoi, une vingtaine, une cinquantaine. Mais il y a peu de chances qu'il voit directement les 1 milliard. Du coup, le fait d'utiliser un Virtualizing Stack Panel, ça vous permet de dire, bah voilà, j'ai 3 ou 4 éléments qui sont affichés à l'écran, donc je les rends à l'écran, je les affiche. Par contre, tous ceux qui sont au-delà d'une certaine limite, je ne les affiche pas. Et en fait, leur rendu sera effectué lorsque l'utilisateur commencera à scroller en fait dans le Stack Panel. Donc ça, c'est un contrôle qui existe en WPF3, en WPF 3.5, en 4. Donc c'est très pratique à utiliser quand vous avez par exemple des listbox ou des combo box qui doivent afficher beaucoup d'éléments. Et une des fonctionnalités qui a été rajoutée et que bah, moi j'aime bien, c'est le fait de dire finalement, ok, je sais que mon contrôle il va contenir 5 éléments, d'accord, donc il va rendre à l'écran ces 5 éléments, et par contre cette petite marge de plus et de moins, jusqu'à maintenant on n'avait pas la main sur combien est-ce qu'il doit précharger finalement d'éléments en mémoire pour faire en sorte que quand l'utilisateur scrolle, et ben, les éléments soient directement disponibles à l'écran. Et ben, dans WPF 4.5, vous avez une propriété qui s'appelle Cache Length Unit, qu'on va voir juste après dans la démo. Vous avez une propriété effectivement qui vous permet de dire bah, finalement pour simplifier on va dire les 15 éléments suivants seront pré-rendus. Ou alors vous allez dire, bah non, je veux que ce soit les 150 éléments suivants qui seront pré-rendus, etc., etc. Donc vous avez la main, finalement, sur la marge que j'ai appelée tout à l'heure marge de sécurité. Le terme n'est pas forcément adéquat, mais vous avez la main sur cette marge qui vous permet de précharger en avant et en arrière les éléments qui ne sont pas encore visibles à l'écran. Et donc ça c'est une des fonctionnalités assez sympathiques, enfin moi que j'ai trouvé assez sympathique quand j'ai vu les nouveautés. Et dernière nouveauté, c'est une meilleure intégration en fait au sein de WPF, une meilleure intégration entre les contrôles WPF et les contrôles Win32. On sait à l'heure actuelle que quand on mixe du WPF avec du Win32, il y a des petites choses qui se passent pas forcément super bien, type des problèmes d'airspace. Pour ceux qui ont déjà rencontré le souci. Ça a été amélioré en fait dans la 4.5 avec une petite note dans la MSDN qui dit que c'est pas sûr que ça soit présent dans la version finale. Du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, ce sera peut-être amélioré. S'ils n'arrivent pas pour une raison X ou Y à le faire dans 4.5, peut-être que ce sera mis dans la version 5. Là, on vous avouerait qu'on n'en a absolument aucune idée. Petite démonstration ? Voilà, on va passer aux démos. Donc Thomas va vous faire une démo du ruban Office, où je vais le laisser se reposer un petit peu en vous montrant les fonctionnalités du Virtualizing Stack Panel. Hop. Donc ça c'est une classe qui a beaucoup été retravaillée dans la version 4.5, le Stack Panel. Je veux dire qu'il est présent dans la majorité des contrôles qui affichent des éléments sous forme de liste, et du coup c'est ce qui a permis d'améliorer pas mal les performances. Donc là, on a encore une vue en liste d'éléments à gauche que l'on ne voit pas, et on va vouloir afficher tous les éléments. Donc là j'affiche les éléments, on voit que ça a pris 24 millisecondes pour afficher 180 éléments. Pourquoi ? Parce que c'était virtualisé. Le moteur WPF a affiché que les je ne sais pas combien qui sont affichés à gauche, au lieu d'afficher tout le reste. Là, si je peux scroller assez rapidement, parce que la liste, les data templates que j'utilise sont assez rapides à créer. Et l'intérêt du Virtualizing Stack Panel, par exemple, c'est si vous avez un data template qui est long à s'afficher, c'est là que la virtualisation est intéressante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait un peu plus lent à s'afficher. Donc c'est simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un contrôle utilisateur à l'intérieur du data template, et j'ai encore mis un thread.slip à l'intérieur du constructeur. La bonne vieille technique. Donc j'ai mis un data template lent, et je vais rafficher les éléments.
Donc là, ça a pris plus de temps, parce que chaque data template est lent à afficher. Et là, si je scroll, on voit là, le scroll se fait vraiment lentement, parce que le stack panel réaffiche chaque élément. Donc ça prend pas mal de temps. Donc, ce dont vous parlez, la marge de sécurité dont parlait Thomas, elle est configurable par deux propriétés. Soit déjà la longueur ici, sous la forme d'un doublet. On va dire combien on veut que le Virtualizing Stack Panel crée d'éléments pour nous avant le premier élément affiché et après le dernier élément affiché. Donc ici, il y en a un qui est fait un après et un avant, c'est la valeur par défaut. Et on va vouloir dire qu'il nous en affiche 5 avant et 5 après. Enfin, il crée pour nous 5 éléments. Il les précharge en fait, il les affiche pas, il les précharge pour l'affichage en fait. Voilà. C'est fait par le dispatcher avec une priorité faible. Dès que le moteur de rendu est tranquille et qu'il ne se passe rien dans l'application, le stack panel crée les éléments. Donc là, je change la valeur. Et donc là, on va sur les 5 premiers, je peux naviguer doucement. Si je ne scrolle pas beaucoup, comme on reste dans les 5 qui sont déjà préchargés, ça se passe bien. Par contre, si je redescends, voilà, là je redescends, ça se remet à laguer. Donc ça vous permet de tuner de façon précise comment vous pouvez améliorer les performances de votre application. Si les utilisateurs font du scroll petit à petit, on peut mettre un cache de 5 ou 10 éléments, et comme ça ils peuvent descendre tout doucement et sans ressentir de problème de performance. Ici, c'est fait, on a l'unité du cache aussi. Pour l'instant, là j'ai fait en pixels. Donc, ce que je dis depuis tout à l'heure est faux. Il y a 5 pixels qui sont rendus ici, qui sont préchargés par le cache. On peut choisir d'afficher que le cache soit fait sous forme de page ou d'item. Donc ici, si je sélectionne item, il y aura 5 items de pré-rendus à l'avance. Si je choisis page, ça va être 5 pages avant et après de pré-rendus par le stack panel. Le fonctionnement est exactement le même. Donc là, il faut attendre que le dispatcher soit libre et que le rendu soit bien effectué pour créer les éléments. Et voilà. On peut tuner vraiment précisément le cache qui est créé. Une autre propriété qui est apparue sur le stack panel, c'est le scroll unit, qui a deux valeurs différentes, pixel ou item. Là, si je choisis pixel, que je scroll, je peux me retrouver en plein milieu d'un élément sans problème. Et naviguer à l'intérieur. Si je mets... Je vais remettre le data template rapide parce que ça frise mon application. C'est sympa les thread.slip, mais... Voilà. Voilà. Donc, si je remets item, voilà. Là, on voit le premier changement qui est fait, c'est que ici, on a un trou en bas du stack panel parce qu'il affiche pas d'éléments puisqu'il n'y en a pas et il crée un trou. Donc là, on voit que les éléments ne bougent pas parce que le scroll se fait élément par élément. Donc on a l'impression que les carrés restent en place dans les rectangles et qu'il y a juste les noms qui changent. C'est le scroll par item et maintenant on peut configurer en plus la version par pixel et on a un défilement fluide auquel l'utilisateur est plutôt habitué. Voilà, c'est deux petits tunings qu'on peut faire sur le Virtualizing Panel en 4.5. Ok. Thomas va vous montrer le ruban Office maintenant. Vraiment, voilà. Voilà. En vraiment 30 secondes, juste, je vous ai dit, hein, ce ruban Office, c'est pour moi, c'est le contrôle à utiliser maintenant dès que vous avez une application WPF à faire. Parce que bon, avant on connaissait les menus, c'était sympa. Maintenant, on aime bien les interfaces un peu plus jolies, un petit peu plus sexy. Donc voilà, en fait, ce qu'on peut faire avec au niveau du ruban Office. Donc j'ai commencé un embryon d'éditeur de texte en utilisant uniquement les fonctionnalités disponibles. Donc je peux saisir du texte. Ok, je peux changer effectivement sa fonte. Je peux changer la taille de sa fonte. Si j'arrive à cliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que comme j'utilise les commandes qui sont natives à WPF, ici, donc j'ai bien effectivement le paste, copy et cut, sachant que copy et cut sont désactivés. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de texte sélectionné. Donc nativement, en fait, WPF est capable de détecter au niveau des deux commandes, ici copy et cut. S'il y a du texte sélectionné, à ce moment-là, hop, ça marche. Je le copie, et là, si je le paste, ça marche. Et donc, au niveau de l'implémentation, c'est extrêmement simple.
si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est extrêmement simple. Donc j'ai mon ruban, d'accord. Je peux définir son application menu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand je clique en haut à gauche. Je peux définir la QAT, donc la Quick Access Toolbar. Donc c'est la petite barre en fait, hop, qui viendrait se positionner ici avec des boutons de raccourci rapide, si vous voulez. Donc ici vous avez le backstage, ce qu'on appelle l'application menu, excusez-moi. Et à l'intérieur, bah voilà, je vous ai dit qu'un ruban c'est un ensemble de tabs. Donc je définis un premier tab, ensuite je définis un deuxième tab, ici. Dans ces tabs, je mets des groupes. Dans ces groupes, je mets des boutons, sachant que là j'ai mis des boutons, mais je peux mettre aussi donc une galerie. Je peux mettre une galerie, donc c'est une combo avec une combo box. Je peux mettre différents types de contrôles. Vous avez énormément de contrôles disponibles. Et en gros, vous êtes en mesure, alors ça prend un peu plus de temps, faut le dire, mais vous êtes en mesure, si vous le souhaitez, de refaire dans votre application un ruban à la Office 2010. D'accord ? Ça prend un peu plus de temps parce qu'effectivement, il faut quand même écrire le code correspondant au contrôle, mais vous avez maintenant à votre disposition tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de contrôles natifs à WPF pour arriver à ce genre de résultat. Et personnellement, j'aime bien le ruban d'Office 2010, donc maintenant, moi je le mets partout. Les données. Au niveau des nouveautés sur les données, la première, c'est quelque chose qui a été piqué à Silverlight. Ils aiment bien faire ça chez Microsoft. Donc la validation asynchrone de données grâce à une interface qui s'appelle eNotify Data Error Info. Donc en WPF, on avait jusqu'à maintenant une interface qui s'appelait eData Error Info, qui permettait effectivement de faire de la validation, mais là de type synchrone. Eh bien, en Silverlight, Microsoft a sorti une interface pour Silverlight 4, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle eNotify Data Error Info, qui permet de faire la même chose. Donc on va faire de la validation, mais cette fois-ci de manière asynchrone. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qu'ont fait les équipes de Microsoft pour la partie WPF, c'est qu'ils ont intégré cette fonctionnalité, donc cette interface, au sein de WPF 4.5, avec bien sûr du coup la possibilité de le supporter au niveau des bindings et d'avoir une interface qui réagisse, donc éventuellement qui affiche un erreur template correspondant à est-ce que la validation s'est bien déroulée ou non. Donc ça c'est intéressant. Moi là, la nouveauté qui me plaît le plus, c'est ce qu'on appelle le live shaping. Donc en fait, c'est le repositionnement de données lors du changement de valeur. Alors ça veut rien dire en français. En gros, vous avez une collection qui est liée à un items control. D'accord ? Si les éléments en fait qui sont à l'intérieur de la collection, donc pas au niveau du contrôle, si les éléments qui sont à l'intérieur de la collection sont mis à jour en fonction de leur position, donc imaginez par exemple une application avec bancaire où on affiche des flux, voilà, donc le premier Microsoft est tout en haut, ensuite il y a Apple, etc., etc. Si, imaginons on sait jamais, Apple passe devant, d'accord, on met à jour en fait notre collection, ce qui est normal, on met à jour la collection. À ce moment-là, grâce au live shaping, et si vous l'avez activé, bien sûr, parce que c'est une option activée, automatiquement l'interface graphique se mettra aussi à jour, et du coup l'élément qui correspond à l'item Microsoft passera après l'élément qui correspond à l'item Apple. Donc c'est un repositionnement automatique finalement des contrôles graphiques en fonction des données qui sont dans la collection sous-jacente. C'était possible avant, mais il fallait appeler une méthode refresh sur les collections de vues, ce qui fait, provoquait le réaffichage de tous les éléments de la collection, de la liste, etc. Là, c'est fait automatiquement par le framework, c'est fait de façon plutôt intelligente, que les perfs sont pas pourris. Voilà. Tu nous montres ça ? Je vous montre ça. Donc la première chose dont Thomas a parlé, c'est la validation asynchrone. Ça, c'est super pratique dans des scénarios où vous avez des données qui peuvent être validées sur un serveur, mais qui sont modifiées sur le client. Vous voulez pas bloquer l'interface le temps que la validation soit faite. Vous pouvez envoyer la requête de validation à votre serveur, et une fois qu'il revient, on notifie « Ah, c'est pas valide, donc il faut l'afficher à l'utilisateur ». Donc c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire sur cette démo. Vous avez deux champs texte, vous configurez le nom d'une personne et son âge, et vous dites je fais la validation qu'au bout de X secondes. Donc ici c'est 2 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est je vais changer le nom de la personne et je vais mettre un nom vide. Je change de champ, et là automatiquement, au bout de 2 secondes,
la validation se fait. Si c'est bon, on voit l'erreur template qui apparaît. Et voilà. Donc là, on voit peut-être pas très bien, mais il y a un petit liseré rouge qui est apparu autour du champ. Donc si je me mets dedans ou que je me mets ici, j'ai l'erreur qui est affichée. Donc là, c'est fait de façon synchrone. C'est l'erreur template natif que tu as laissé? Non. Oui, c'est ça. Voilà. On va voir comment c'est fait. C'est vraiment très simple pour ceux qui ont l'habitude de faire la validation avec les bindings classiques de WPF. On va déjà fermer tout ça. Close all. Voilà. C'est vraiment très simple. Au niveau de chaque binding qui est défini, hop là, on a juste à indiquer, je retrouve le binding, ici, on a juste à indiquer que on veut faire de la validation sur cette interface Notify Data Error Info. On positionne ça à true pour tous les contrôles sur lesquels on veut faire de la validation asynchrone et c'est fait automatiquement par le framework. Ça utilise le même template d'erreur que celui que vous utilisez pour une erreur synchrone classique. Donc il y a très peu de modifications de code à faire, juste replacer cet attribut sur chaque binding. Donc c'est simplement un attribut à rajouter. Hein. Si votre objet derrière implémente l'interface correspondante, donc Notify Data Error Info, à ce moment-là, vous placez cet attribut sur les bindings et automatiquement, le contrôle WPF sera en mesure d'afficher l'erreur template si la validation a échoué. Voilà. Donc cette interface que vous définissez ici sur la classe personne, c'est très simple. Elle définit plusieurs choses. Elle définit déjà un événement que je retrouve. Elle définit un événement error change qui indique en fait au binding qu'il y a eu des erreurs qui sont produites ou pas d'erreurs. Donc s'il n'y a plus d'erreurs, il faut aussi lever cet événement. Et dans chaque événement qu'on lève, on va fournir le nom de la propriété impactée. Donc ici par exemple si je modifie la propriété âge et qu'elle n'est pas valide, eh ben, il faut que je lève l'événement, ce qui est fait dans la méthode validate, qui est fait ici. Je lève l'événement ici, je lève l'événement avec le nom de la propriété âge. Voilà. Donc si l'âge n'est pas, si l'âge est inférieur à 0, alors on lève une propriété qui dit qu'il y a une erreur. Il y a une autre méthode à implémenter qui s'appelle getError, que je la retrouve ici, qui fournit un enumerable d'erreur pour le nom d'une propriété donnée. Donc c'est ça qui va fournir le message qui est affiché dans le tooltip de validation. Juste ici. Ça c'est la propriété getError qui la fournit. Donc vous pouvez mettre plusieurs erreurs pour un même champ. Voilà pour ce. Donc, en fait, pour les gens qui avaient déjà l'habitude de travailler avec Data Error Info, d'accord, c'est pareil. On avait le même mode de fonctionnement, mais le seul problème, c'est que Data Error Info, ça permettait de valider finalement qu'une seule propriété, si je puis dire, et de ne renvoyer qu'un seul message d'erreur. Donc là, on va pouvoir le faire, mais pour toutes nos propriétés, et éventuellement renvoyer plusieurs messages d'erreur pour chacune de nos propriétés. Voilà. On va maintenant regarder la démo sur Live Shaping, la feature préférée de Thomas. Donc ici on a une collection. On a une collection de personnes qui sont affichées et on les a groupées par âge. Donc les âges sont distribués de façon aléatoire et on a plusieurs actions qui sont possibles. C'est ajouter une année à chaque personne. Alors je vais juste désactiver le live shaping du coup pour vous montrer le comportement classique. Voilà, ça c'est le comportement classique en WPF que vous avez jusqu'à présent. C'est qu'on a une collection qui est regroupée par âge. Chaque personne a un âge. On peut ajouter une année à chaque personne et chaque objet métier est bien mis à jour. Cependant, le groupe lui est pas notifié qu'il y a eu un changement sur ces items et il reste avec l'ancienne valeur. Si on trie les personnes par âge, ici par ordre décroissant, si on modifie l'âge, etc., le tri se place avant ou après, ça c'est pas fait en live. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire avec WPF 4.5, c'est activer tout ce mécanisme.
Donc encore une fois, si vous avez du code existant, il va fonctionner de façon classique, et c'est vous qui décidez d'activer ou non une feature en particulier. Donc ici, c'est mon vieux modèle où je crée une collection de personnes. À chaque fois que ma collection de personnes est créée, je vais travailler sur la collection view. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce code, mais avec la classe collection view source, vous avez la méthode static getDefaultView qui retourne la collection view pour une collection donnée. Les collection view, c'est ce qui est utilisé par les contrôles pour afficher les données. Et je définis dessus un groupe de cette façon, un filtre qui est juste un prédicat qui indique est-ce qu'une personne a accepté ou pas. Donc on n'accepte que les personnes qui sont majeures. Et en WF 4.5, je vais pouvoir activer le live sorting et le live grouping. Donc c'est deux features séparées. Comment ça fonctionne? Par exemple, le live sorting, je vais prendre ma collection view et si les données, la collection qui est affichée est compatible avec le live shaping, je vais pouvoir la caster sur cette interface eCollectionView Live Shaping. Donc si c'est le cas, je peux vérifier si elle accepte à ce moment le sorting live ou pas. J'ai une propriété canChange live sorting, est-ce qu'on peut le modifier ou pas en live? Mais si c'est le cas, je vais pouvoir lui fournir toutes les propriétés de mes objets, le nom des propriétés qui sont utilisées pour faire le tri en live. Donc on n'est pas obligé de donner toutes les propriétés de l'objet. Il ne va pas vérifier chaque propriété de l'objet, mais vraiment il s'intéresse que aux propriétés qui impactent le tri. Donc ici je lui fournis le nom des propriétés qui impactent le tri. Ici il n'y en a qu'une qui s'appelle propName et qui correspond à l'âge. Et j'active le live sorting en mettant à true la propriété isLiveSorting. Le grouping se fait exactement de la même façon. Ici je vérifie est-ce que je peux changer ou pas le live grouping. Je fournis le nom des propriétés qui impactent le groupe, les groupings, et j'active le grouping. On peut faire exactement la même chose sur le filtering. Si les objets sont affichés ou non dans la liste et que vous devez le faire de façon live, vous pouvez faire exactement la même chose. On fournit le nom des propriétés qui impactent et on active le truc. Donc, je vais relancer la démo. Donc en activant le live grouping et le live sorting uniquement. Donc là j'ai toujours mes personnes qui sont triées ou qui sont pas triées. Je sais pas pourquoi. Et groupées par âge. Donc si je ajoute un nom à chaque personne, voilà, on voit que le nom des groupes est bien impacté et que les enfants de chaque groupe restent bien dans le bon groupe. Si je redistribue les années de façon aléatoire, on a bien chaque groupe qui est recréé avec bien les personnes qui sont dans leur bon groupe. Voilà, ça c'était des choses assez compliquées, du code fastidieux à écrire, de vérifier, etc., que chaque item est dans un bon groupe. Maintenant c'est de base dans WPF et vous pouvez l'activer vraiment très simplement. Voilà, et c'est toujours fait sur un mécanisme de je l'active si je décide de l'activer, comme ça vous pouvez garder du code existant et le faire tourner sur de 4.5 sans problème. Aucun break-in change. On va passer aux nouvelles features au niveau des outils. Donc, ce qu'on appelle outils, c'est des améliorations du framework, des choses qui vont faciliter la vie de codeurs jour le jour. La première chose qui est disponible, c'est de pouvoir accéder aux collections depuis des threads qui sont non UI. En WFF, on est souvent impacté parce qu'il n'y a qu'un seul thread de rendu et tous les objets qui sont créés sur ce thread ne peuvent être accédés que depuis ce thread. Et si, par exemple, vous bindez une collection à une listbox et que vous modifiez cette listbox, enfin cette collection depuis un autre thread, ça va crasher votre application puisque vous n'avez pas le droit de le faire. Maintenant, c'est possible de le faire. C'était déjà possible de le faire. On pouvait le faire avant. On pouvait le faire en se replaçant sur le dispatcher. Maintenant, c'est intégré de base dans le framework qui le fait pour vous, de façon encore une fois performante, en l'activant assez simplement. Une autre feature qui était apportée, c'est la simplification de la création des weak events. Si vous avez l'habitude de faire de la chasse aux fuites de mémoire dans vos applications, c'est quelque chose que vous devez faire assez souvent, des weak events. C'est assez fastidieux à faire en WPF 4, parce qu'il y a beaucoup de classes à créer, des interfaces à implémenter. C'est pas évident comme syntaxe. Maintenant, c'est très simple. Une ligne de code, c'est créé. Donc, on va voir tout à l'heure comment ça se passe.
Aussi, le dispatcher était pas mal amélioré. Donc c'est surtout de nouvelles surcharges sur les méthodes d'invoke, de begin invoke, etc. La compatibilité avec le async et await qui apparaissent en C# 5. Et des nouvelles méthodes qui vous vont faciliter la vie, éviter des castes assez embêtants. Et finalement, les markup extensions custom sont capables de retourner des gestionnaires d'événements, ce qui n'était pas possible avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été copié dans Silverlight 5. Donc comme il n'est pas encore sorti, enfin bon, on ne sait pas qui a copié qui, mais c'est aussi possible en WPF 4.5. Et ça permet de faire des choses assez élégantes dans le XAML et beaucoup plus lisibles, on va dire. Tu nous montres les markup extensions? Je vais vous montrer les markup extensions. Juste celui-ci, parce que de toute façon, on mettra à la disposition la démo, donc vous pourrez voir toutes les démos en téléchargeant le code source. C'est juste qu'il ne reste que 5 minutes. Ok. Et qu'il nous reste un slide. Donc je vais vous montrer la markup extension. Hop là. Donc ici c'est très simple, hein. J'ai fait un bouton, et en fait ce que je voudrais faire, c'est que quand je clique sur ce bouton, la liste soit chargée. Vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Il est doué quand même. Hein. Tout ça en une ligne de code. Donc, hop, on va trouver le code. Donc avant, vous avez plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez utiliser les behaviors de Blend. Donc moi, j'aime pas trop la syntaxe parce qu'il faut déclarer 5-6 lignes de code, se rappeler le nom de l'événement précisément, oublier qu'il n'y a qu'un seul cas et pas deux cas. Enfin, se rappeler de choses assez embêtantes. Maintenant, je vais zoomer. Voilà, le code est tellement petit maintenant que faut zoomer pour le voir. Voilà. Ici, je m'abonne à la méthode générer la liste des personnes qui est sur mon view model dans le data context avec ce bout de code. Donc ça, c'est ma markup extension, call, qui va récupérer la méthode dans mon data context et à chaque fois qu'il y a un clic qui est fait, il va l'appeler. Voilà. Donc c'est beaucoup plus lisible comme code, on sait très bien sur quel événement on est bien bindé, on sait très bien ce que ça fait, c'est une syntaxe qui est assez sympa. Bon, la différence c'est qu'on peut toujours faire qu'un seul gestionnaire d'événements par événement déclaré. Le code... Oups, raté. Le code de call. Ça c'est le view model, la méthode qui est appelée. La méthode est très simple, voilà. Le code call, voilà. Donc là, lui, par contre, est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des markup extensions d'habitude custom. Vous allez, il y a une méthode override qui s'appelle provide value. Il vous fournit un service provider. Ici, je fais juste des vérifications qu'on l'a bien récupéré ce service provider, qu'on peut bien récupérer les infos qu'on veut. On peut récupérer la source, l'objet qui est ciblé plutôt par la markup extension. Donc ici c'est un framework element. Donc en gros c'est notre bouton ici. On peut récupérer la propriété ciblée par la markup extension, ici target property. Hop, donc c'est ici click, la propriété. Et on va pouvoir, en fonction, ici on a deux cas différents, c'est un bug qui est dans la version actuelle de la preview. On a deux types de propriétés qui nous vont retourner. Soit c'est un event info, c'est-à-dire que là il a bien retrouvé l'événement sur lequel on veut s'abonner, soit c'est une méthode info, en fait il va nous fournir la méthode add qui permet de s'abonner à un événement, on ne connaît pas beaucoup. Et ensuite, je vous épargne le code, mais on crée un délégué qui permet d'exécuter la méthode. Donc, voilà. Ça, vous pouvez retrouver dans la démo plus tard en lisant pour voir comment ça fonctionne. Ok. Voilà. Donc, les autres démos, vous pourrez les retrouver en testant vous-même l'application. On va juste continuer sur... Ouais, juste pour finir, qui dit nouvelle version dit forcément, on peut s'y attendre, amélioration des performances. C'est le cas, y compris en WPF 4.5. Donc, on fait souvent le reproche aux applications .NET et WPF qu'elles sont un petit peu lentes à démarrer. Donc, les équipes de Microsoft ont travaillé à améliorer les temps de démarrage en fait des applications. J'ai pas fait de benchmark, donc je saurais pas vous dire de combien est-ce qu'ils ont gagné ou autre. Pour le coup, je leur fais suffisamment confiance là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand vous avez un items control et que vous activez en fait le grouping, d'accord, la virtualisation en .NET 4.0 était désactivée.
Donc en fait, activer le grouping, désactiver la virtualisation. Ce qui fait que si on scrollait, des fois ça pouvait mettre un petit peu de temps, donc c'était pas forcément idéal. En .NET 4.5, il y a une nouvelle propriété, donc is virtualizing when grouping, qui vous permet tout simplement d'activer la virtualisation, même lorsque les données en fait sont groupées au sein de votre items control. Donc là, pour des raisons, pour des soucis de performance, c'est effectivement quand même quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, la virtualisation est tout le temps activée, même si le grouping est mis en place. Je vais juste faire une petite démo de cette fonctionnalité parce que c'est vraiment le gros plus, je pense, sur cette version. Non, il y en a d'autres quand même. Ouais. Donc ici, c'est encore une fois une liste que je vais charger. Et ici, j'ai activé la virtualisation sur les groupes, donc c'est la feature de WPF 4.5. Donc je charge les éléments. Hop, on voit que pour afficher 7200 éléments, ça a pris 45 millisecondes. Si tu scrolles, voilà ce que voilà, je scrolle. Donc toujours, hein, c'est fluide. C'est fluide, etc. Les items s'affichent bien. On a bien les groupes qui apparaissent, les headers. Ouais. Et ça a pris que 45 millisecondes. Donc ça, c'est assez génial. Si je désactive la virtualisation et que je réaffiche les événements, le même nombre d'éléments, voilà, je viens d'appuyer. Là, on a un gros freeze de l'interface. Donc là, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas l'idéal parce que votre utilisateur, il est là, il se dit ok, ça a planté, qu'est-ce qui se passe? Il sait même pas qu'une opération est en cours en fait. Voilà. Donc à la rigueur, on aurait une progress bar, ça pourrait l'aider, mais là, on n'a rien en fait. Voilà. Donc pour afficher les mêmes éléments, t'as mis combien? Voilà, pour afficher le même nombre d'éléments, on a mis 14 secondes. 14 000 millisecondes. On a toujours les éléments qui sont affichés. Ça reste fluide quand même, quoi qu'il arrive, hein, parce que la virtualisation est quand même en place sur le reste du contrôle. Voilà. Donc la fluidité, c'est la même. La seule différence qu'il y a, c'est que tous les items sont rendus avant l'affichage. Donc voilà. Et on peut même pas afficher de message à l'utilisateur pour lui dire d'attendre le rendu, puisque comme c'est un mécanisme de rendu, c'est fait sur le thread UI, donc on est obligé de le bloquer. Donc là, c'est une feature super cool, hop, pour gagner du temps. Le code est super simple aussi. Il y a beaucoup de trucs super. Hop, au niveau des performances. Donc j'ai ma listbug qui est définie ici. J'ai une propriété attachée sur le virtualizing panel qui s'appelle isVirtualizing when grouping. Admirez mon anglais. Et elle est définie à fault ici par défaut dans cette démo. Et il suffit de la mettre à true pour que le grouping se fasse, enfin la virtualisation se fasse quand le grouping est activé. Donc, encore une fois, si vous avez des codes existants, vous pouvez migrer simplement et rapidement en WPF 4.5 et utiliser les features que vous voulez juste aux endroits où vous le voulez. Parfait, nickel. Voilà. Donc il nous reste un tout petit peu de temps puisqu'on a commencé un petit peu en retard pour si des personnes ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on demande l'URL de nos blogs. jonathanantoine.com. Et moi, c'est thomaslebrun.net. blog.thomaslebrun.net. Mais tu vas y écrire dans un Word. Dans un notepad. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Parce que ça, on peut la paralyser, celle-là. Oui. Ah, vas-y, allez. Alors la question c'est, finalement, est-ce qu'il y a eu des améliorations au sein de l'éditeur de Visual Studio pour WPF? Oui. Vas-y. En fait, je ne sais pas si vous avez pu l'essayer, mais normalement, en fait, vous avez à peu près l'expérience similaire que ce que vous pouvez y avoir dans Blend au niveau de l'éditeur. Donc il n'y a plus de plantage dès qu'on affiche des trucs un peu gros. Déjà, effectivement, le parsing des fichiers XAML dans l'éditeur WPF a été amélioré. Et du coup, en fait, vous avez une espèce de chargement différé, dans le sens où vous avez le code XAML qui apparaît et ensuite la représentation objet en fait qui apparaît sur la surface de dessin. Donc déjà, à ce niveau-là, en fait, ils ont travaillé les performances aussi. Alors je me souviens plus si on peut le faire directement dans Visual Studio, par exemple, pour le coup. Quand vous dites d'utiliser des templates, c'est-à-dire comme dans Blend, en fait. Alors, pour le coup, je me souviens plus si on peut le faire directement. Je crois pas, en fait. Je crois que c'est une fonctionnalité qui est spécifique à Blend. Mais l'éditeur, lui, est celui de Blend. Par contre, les fonctionnalités sont quand même séparées, quoi. Il y a toujours un intérêt à avoir Blend qui est vraiment à l'intention du designer et pas du développeur.
L'idée, c'est que le développeur, s'il a besoin de toucher du XAML, il peut toujours utiliser le designer de façon performante. Par contre, pour faire le design, ça reste le designer qui s'en occupe dans Blend. Question? Ouais. Est-ce qu'il y a des prérequis au niveau de l'installation? Non. Alors, c'est pas un prérequis, c'est une demande, ça. Est-ce qu'il y a des prérequis au niveau de l'installation? Non. Après, est-ce que ça tourne sur Windows XP? C'est votre question? Ça tourne pas? D'accord. Bah, pour le coup, voilà. Mais là, c'est une limitation au niveau de l'OS, en fait. C'est pas un prérequis à part entière, si je puis dire. Au niveau de prérequis, voilà, il n'y a pas besoin de prérequis. Après, effectivement, il faut Windows 7 minimum. Pour le coup, j'ai même pas été voir, en fait. Je pensais que ça tournerait sur XP aussi, en fait. Question? Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, Alors, ce sera. on va répéter la question. La question, c'est pour la vidéo. La question, c'est est-ce qu'il est prévu dans WPF 4.5 d'avoir des contrôles ou voire les mêmes contrôles que dans WinRT? La question, c'est priori, c'est pas prévu effectivement pour l'instant. Non, il faut savoir en fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau contrôle dans le framework WPF, le contrôle peut paraître assez simple en l'état, mais après il y a tout le mécanisme de test. Les équipes qui font le développement doivent tester à fond le contrôle qui est intégré, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles qui rentrent dans le framework. Et en plus, il y a tout un écosystème d'éditeurs tiers qui sont là, qui proposent plein de choses. Pour l'instant, c'est pas prévu d'intégrer les contrôles qui sont dans WinRT dans WPF 4.5, ni dans les versions suivantes, je pense. Après, ça sera peut-être disponible sous la forme d'un toolkit, comme ce qui peut exister pour Silverlight. Parce que là, ça permet d'avoir des dates de release un peu plus courtes, etc. Alors, juste pour préciser, on n'en est même pas sûr. Hein. On suppose effectivement que c'est quelque chose que pourrait faire Microsoft. Je tiens quand même à le préciser, des fois que sinon on se revoit dans un an et vous me dites ouais. Donc c'est quelque chose qu'on suppose, on peut même pas le garantir à l'heure actuelle. On estime que ce serait quelque chose d'intéressant en fait de la part de Microsoft de faire ça. Maintenant, on peut pas vous le garantir à 100% non plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour débugger le XAML? J'en ai pas vu. Non, dans toutes les nouveautés, le point d'arrêt sur les bindings. Ce que vous avez en Silverlight 5, c'est ou alors c'est pas encore intégré, on le sait pas. Là, c'est pareil. Mais à l'heure actuelle, dans la Developer Preview, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Malheureusement, d'ailleurs. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis...